Bon, donc on démarre une petite table ronde dans le cadre du Co-Farming Tour avec dans les établissements de Val-de-Gascogne, une coopérative. Geoffrey, qui appartient à cette coopérative, en fait, c'est qui Val-de-Gascogne? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on produit ici? Je vais tout vous expliquer. Donc, Val-de-Gascogne, c'est une coopérative du sud-ouest, comme ça s'entend sûrement. On est présent sur 5 départements, donc principalement... c'est une grosse coopérative, alors. Alors, il y a une coopérative moyenne, c'est à peu près 3000 adhérents, coopérateurs. Et on est présent sur 5 départements, donc principalement le Gers, c'est la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et le sud du Lot-et-Garonne. Ok, et on cultive quoi ici? Alors, on cultive principalement donc, des céréales. Avec une sole de blé, donc la moitié à peu près de la collecte de la coopérative est représentée par les céréales à paille. Principalement le blé, et en particulier le blé améliorant, puisqu'on valorise les productions, notamment via la meunerie. D'accord. C'est grâce à vous qu'on complète le blé tendre pas terrible qu'on fait chez nous, quoi. C'est ça? Le bon blé tendre que vous faites, ouais, c'est ça. Mais on essaye de le compléter encore. Ça va mieux. Ça va. Avec le soleil qui est ici, il n'y a pas de problème. Bon, alors ici, sur cette petite assemblée de table ronde sans la table, on a aussi d'autres personnes. Monsieur en bleu, qui êtes-vous? Alors, Anaël Bibard, président et cofondateur de FarmLeap. FarmLeap, qui est une plateforme web pour créer des clubs, animer des clubs pour justement que les partenaires des agriculteurs puissent créer des clubs thématiques, que ce soit autour des clubs à thématique de performance économique, environnementale aussi autour de la HVE, ou sinon performance technique, comme on peut le faire pour certaines filières. Nickel. On a d'autres personnes. On a un fameux Bertrand. Mais Bertrand, qui êtes-vous? Salut, Bertrand Gorge. Salut. Cofondateur de Triple Performance, qui est un site web qui permet de se renseigner sur toutes les pratiques, qu'elles soient agroécologie évidemment, mais toutes les questions aussi qui t'empêchent un peu de dormir le soir. Tous les choix que tu dois faire dans ta ferme, mettre du circuit court. Moi, c'est ma femme des fois qui m'empêche de dormir le soir, mais non, ça va. Et donc c'est une plateforme qui est collaborative. Le but c'est que chacun puisse aussi y partager l'innovation qui vient du terrain, quoi. Ok, ça marche. Bon, j'ai fait la petite blague, là, je sens que je t'ai déconcentré. On va se reconcentrer. Bon, Thierry, t'es qui toi, Thierry? Qu'est-ce que tu fais là? Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, et peut-être encore demain. Donc en balade avec le Co-Farming Tour, étant donné que c'est pour ça qu'on est ici. Et donc agriculteur dans le Pas-de-Calais sur des productions très diversifiées et entre autres aussi en partie en bio. Ok. Alors... Donc, dans le cadre du Co-Farming Tour, le Co-Farming a un lien avec Val-de-Gascogne. Pourquoi il y a un lien avec Val-de-Gascogne? Alors, le lien premier, il est à côté de moi. Hein. C'est Anaël et c'est FarmLeap, puisque ça fait à peu près 3 ans que on avait commencé des discussions, des échanges autour de certaines thématiques, et en particulier la performance technico-économique des exploitations. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille ce dossier ensemble. On avait testé auprès d'un groupe pilote d'agriculteurs la plateforme FarmLeap, et puis depuis on a mis en place un système de formation où on accompagne les agriculteurs, et c'est à travers ces échanges-là ensemble qu'on a décidé, et on était volontaire pour accueillir le co-farming. C'est une bonne opportunité de parler positivement de l'agriculture. Alors, tiens, je vais te donner la parole à Anaël. Et toi qui te balades un peu partout en France, qui a un peu d'expérience, c'est quoi les particularités chez Val-de-Gascogne? La particularité, c'est que dans le conseil d'administration, et dans les équipes techniques, ils ont fixé un cadre clair, un objectif clair, qui est souvent le même, où tout le monde dit il faut qu'on fasse de la performance économique. Sauf que plutôt que de dire il n'y a qu'à Foucon, ils sont rentrés dans une démarche de test, d'outils, de méthodes, de pratiques. Ils ont essayé avec des groupes d'agriculteurs. Ils ont testé une solution, une autre solution. C'est pas si facile que ça, parce que ça se fait pas beaucoup dans les coopératives de travailler les coûts de production, les prix d'équilibre, les seuils de commercialisation en prospectif et pas juste regarder dans le rétro. Et donc ils se sont dit on va regarder devant comment on va faire être plus performant pour se comparer, identifier des marges de progrès. Et donc c'est par cette démarche itérative, un peu d'essai-erreur, on teste, on recommence, on reteste, et qu'on est finalement arrivé à faire des tests avec la solution FarmLeap qui au début leur avait paru hyper simpliste quasiment, en disant mais tu vas pas traiter ça? Non, ça on va le traiter autrement, ça l'algorithme va le traiter. Ah ouais, mais du coup, et finalement au fur et à mesure on s'est rendu compte que cette méthode où on confie à des algos certaines parties
qui ne sont pas décisionnels, qui ne sont pas des critères décisionnels et qui en fait polluent l'esprit de l'agriculteur à prendre une décision, parce que de toute façon, il n'aura pas d'impact, il ne pourra pas changer ces critères-là. Donc on les met de côté, on les intègre, mais en les confiant à la machine, et le reste, ceux sur lesquels on a un impact, on se focalise là-dessus. Et donc on a mis en place, et c'est par cette démarche d'essai-erreur, de test avec les agriculteurs, avec le conseil d'administration, et c'est ça qui fait une différence, parce qu'au final, maintenant, ils ont une gestion technico-économique, une GTE, comme il y en a dans l'élevage, mais finalement c'est une GTE de céréales pour le prospectif. Alors je ne l'ai pas dit du coup en introduction, mais maintenant que tout le monde s'est présenté, puis tu as donné quand même suffisamment d'indices, on va parler justement de regard sur les coûts de production. Premier truc comme ça que je me dis, mais pourquoi la coopérative se met sur ce sujet-là? Et puis, est-ce que vos petits voisins, je sais pas moi, les centres comptables, ils regardent pas ça un petit peu d'un mauvais œil en disant, mais c'est mes affaires, c'est notre sujet, ça? Alors, la première question, pourquoi on s'occupe du sujet? Alors, il y a plusieurs raisons. On est parti déjà d'un constat, c'était que très peu d'agriculteurs, parmi nos adhérents, connaissaient leurs coûts de production. Et aujourd'hui, ce qu'on regarde, comme dans toute entreprise... Du coup, 1 sur 10? Alors, j'ai peut-être pas de chiffres, mais c'est peut-être même en dessous. Hein. Ouais. Alors après, il y en a certains qui connaissent qui connaissent leur marge brute, leur marge semi-nette des fois, mais rentrer vraiment dans le calcul du seuil de commercialisation avec une analyse précise des charges de mécanisation, etc. Là, c'est proche de zéro. Et puis en plus, on peut même rajouter que des fois, on a une idée du coût de production en tête, mais comme le rendement, il n'arrête pas de changer, a priori, le coût de production, il change tous les ans. Et c'est la difficulté, ou peut-être le frein aussi, de pourquoi certains agriculteurs ne veulent pas regarder justement devant eux et en prospectif, et que bien souvent, et pour répondre peut-être un petit peu déjà aussi à la deuxième question, les centres de gestion ou certains comptables vont regarder toujours dans le rétroviseur. Et donc, alors c'est plus facile forcément de traiter des données sur du factuel plutôt que d'être dans du prospectif, et notamment sur la partie rendement, quoi. Pour finir après sur le pourquoi, donc il y avait effectivement ce besoin qu'on a identifié. Et ensuite, on pense avoir notre rôle aussi dans l'accompagnement des adhérents de la coopérative, puisque sur la partie agronomique et sur la vente d'intrants, notamment sur les charges opérationnelles, forcément que nous, c'est un secteur de marché sur lequel on est présent. Et après, on est présent aussi sur la commercialisation. Et effectivement, pour accompagner nos adhérents dans leur stratégie de commercialisation, quoi de mieux que de connaître le coût de production, quoi, de pouvoir se positionner. Voilà. A priori, on pense être légitime sur ce sujet-là, en tout cas à travers ces différents éléments. Ouais. Toi, Thierry, tu les connais, tes coûts de production? Alors, je veux pas te mettre mal à l'aise. Mais... Tu vas me mettre mal à l'aise, alors peut-être on fait une formation pas. bientôt, hein, Thierry, si tu veux. Mais... non, alors pour tout dire, je fais partie d'un groupement de développement dans lequel on étudie nos coûts de production en parallèle avec un centre de gestion. Mais honnêtement, ça fait très peu de temps qu'on a développé, même si on a toujours étudié la gestion... pas la gestion fiscale, hein, parce que c'est vrai qu'il y a tout le côté comptable et fiscal, mais la gestion personnelle, où on reprend tous ces chiffres et tous ces tableaux, ce qui est très intéressant, parce qu'en fin d'année, de temps en temps, tu redécouvres des factures que tu avais un peu oubliées, ou même parfois que tu as payé 2 fois. Donc, mais en dehors de l'activité du contact, donc il y a toute cette remise en marche des chiffres qui sont intéressantes. Et puis, donc ça fait à peu près 7-8 ans, je pense, qu'on a essayé de passer le cap de l'étude du coût de production. Et c'est vrai que c'est très complexe à mettre en avant, parce qu'il y a des années où je me suis retrouvé avec des coûts de production de pommes de terre, entre autres à 170 € tonne, alors que je les vends à 110, mais parce que l'année était mauvaise et les rendements étaient mauvais. Voilà, mais il faut savoir le reprendre. Alors l'année dernière avec la Covid, on n'a pas fait de session parce que ça a été pas de rencontre et pas d'échange possible. Mais c'est vrai que c'est là où les chiffres sont toujours intéressants, et après l'intérêt c'est aussi de pouvoir comparer avec son voisin et son collègue dans un même secteur, dans un même bassin de production, et d'avoir des choses qui soient mesurables, parce que les chiffres c'est toujours intéressant, mais à un moment donné, si je sais que dans mon ensemble de calculs, et ça dépend là où tu mets aussi le détail, parce que quand tu es producteur de pommes de terre ou d'une culture spécialisée, tu mets beaucoup de fonds dedans. Moi je sais pertinemment que si théoriquement d'après les calculs et les coûts qu'on a, faut pas que je mette de céréales, parce que sinon je perds de l'argent. Mais non, c'est pas vrai. Si j'allais plus dans le détail, c'est pas la vérité. Donc voilà, faut toujours arriver à se comparer avec ce qui est comparable.
Et c'est là où c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai que le coût de production, comme on le disait tout à l'heure, allez, s'il y a 10% des agriculteurs qui le connaissent, dans une de leurs productions principales, c'est déjà pas mal, alors que ça devrait être la base, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites ensemble? Racontez-nous quand même. Alors, on a mis en place une méthode de formation. Alors, on l'écrit sur les pulls, l'intelligence collective, mais on la met en pratique aussi dans les techniques de formation. C'est-à-dire, déjà, c'est un sujet qui est austère. C'est pas hyper engageant. C'est pas hyper sexy. Voilà. C'est pas hyper sexy de se dire « Ouh, super, je vais passer une journée à potasser des chiffres ». Voilà, le matin, tu te lèves, c'est pas le super truc. Et puis il y a même le truc le pire, parce que j'ai pas répondu à ce que tu as dit en disant ouais, de toute façon, je sais que j'ai des coûts élevés. Enfin, de toute façon, le marché il est pas là. C'est la faute de la vente. Voilà, c'est la faute du prix de vente. Sauf qu'en fait, le gars, il a quand même des leviers dans les mains. Il y a plein de leviers. Et c'est quoi la performance économique? C'est mes charges, mes produits moins mes charges. Dans mes produits, c'est le rendement fois le prix de vente. Dans les charges, c'est les charges fixes plus les charges variables. Finalement, la COP, elle agit sur 3 de ces éléments. Le rendement, elle suit par l'accompagnement technique, le produit, et elle suit aussi par les charges variables qu'on commercialise à l'agriculteur par l'achat groupé des intrants. Donc ce point étant établi, qu'est-ce qu'on fait au matin quand ils arrivent, les agriculteurs? Déjà, on crée les conditions pour qu'on puisse échanger autour des chiffres, pour qu'il y ait de la confiance au sein du groupe, qui est l'accompagnement du collectif, qui est un peu on casse la glace avec des techniques d'animation, on utilise des M&M's, on utilise des Lego pour faire tester l'intelligence collective, on sort un peu du cadre pour que la journée soit assez agréable. Alors, et après, soit tu vas faire peur, soit tu attires les gourmands, soit tu attires ceux qui sont un peu bizarres, un petit peu enfants. Voilà, mais justement dans le côté enfant, mécano, hein, mais je trouve que c'est plus évolué que le Lego. Mais bon. Ah, tu verrais, il faudra que tu viennes, tu verras justement, il y a un côté, ils ne servent que le propos, on ne s'en sert pas pour construire, mais ils ne servent que le propos de résoudre une situation complexe à plusieurs, et finalement c'est pas si facile que ça à résoudre des jeux bêtes, hein, mais qui finalement on se dit ah oui, c'est pas si bête que ça. Bon, alors tu les réunis. Et une fois qu'on les a réunis, après... on construit son coût le matin. D'abord avec cette technique où on sépare les charges fixes des variables et qu'on a le technicien de la COP qui est présent, qui lui maîtrise très bien les charges variables. Donc on arrive assez rapidement à faire une marge variable, c'est en fait les charges où quand tu arrêtes cette culture, tu l'as plus. Alors que les charges fixes, c'est par exemple l'engrais, phyto, semences. Alors qu'une charge fixe, tu arrêtes ton maïs, l'annuité du Vario 936 du gros feinte sous le hangar, tu laboures plus, tu as toujours le Vario à payer, quoi. Donc celui-là, on le confie à l'algorithme, et par contre les charges variables, on va vraiment les rentrer, les détailler et séparer, trier le bon grain de livret pour essayer de bien filtrer ça, pour qu'on ait une bonne vision des prix d'équilibre de la campagne en cours. Et ensuite, une fois qu'on a une bonne vision de ce qui est déjà engagé, on fait les simulations l'après-midi, pour se dire, bah tiens, et si je changeais ça? Et si j'irriguais mon blé ou pas au printemps? Parce qu'ici, parfois, il fait un peu sec. Le printemps, il y a des gens, ils étaient venus, ils se posaient la question. Le matin, ils arrivaient, ils disaient, le blé, faut jamais l'irriguer, on perd que du pognon. Il a fait ses calculs, il les a tournés dans tous les sens du problème. Vu que c'était des charges fixes, son eau, il avait juste le gasoil pour aller amener l'enrouleur au milieu du champ. Il gagnait 15 eurotonnes sur son blé à faire 2 tours d'eau. 15 eurotonnes, il s'est dit finalement je vais me lever, je vais aller l'irriguer parce que je ne l'avais pas compté sous cet angle-là. J'avais compté en coût complet, c'est-à-dire le coût de mon enrouleur, le coût de... Ouais, mais tu l'irrigues pas, ton enrouleur, tu le payes toujours. L'ASA, tu vas toujours la payer. Il est déjà sous le hangar, l'enrouleur. Les tuyaux, ils sont déjà là et la borne, elle est là. Et puis l'eau, tu la payes de toute façon au débit et tu la payes pas au mètre cube. Donc dans ton cas, il fallait irriguer. Un autre a changé de décision d'assolement. Parce que justement, ils ont comparé, ils voulaient allonger la rotation, très bien, ils l'ont fait, mais pas avec la culture qu'ils imaginaient. Tout le monde se disait ça va bien le faire. Ils ont recalculé, ils ont fait 2-3 simus. Non, ça va pas le faire, justement. Donc, l'après-midi, on se compare et on décide. Ouais, on va rentrer dans le partage d'expérience qu'il y a eu, et puis Geoffrey, tu donneras ton point de vue. Juste, je voulais faire aussi un petit rappel pour les gens qui écoutent, et puis des fois, on est un peu paumé. Hein. On parle de prix d'équilibre. Alors, de manière simple, un petit rappel. Le prix d'équilibre, le coût de production, le seuil de commercialisation, bon, tout ça c'est un peu pareil, non? Ouais, il y a effectivement il y a certains flous, et en plus les notions sont pas exactement les mêmes en agriculture que si on recherche sur Google.
En fait, un coût de production, un coût de revient, les écarts, souvent, c'est on regarde l'historique, on regarde combien ça nous a coûté un coût complet de production pour produire cette tonne de blé historiquement. On l'a rentré sous le hangar, on l'a vendu et on fait la somme de tout ce que ça a coûté à produire. Coût de production, coût de revient, souvent en agriculture, ce qui change, c'est on intègre ou pas la main-d'œuvre qui vient après. Donc le coût de revient, c'est souvent un coût complet qui rajoute des charges qu'on appelle supplétives, selon le terme, c'est-à-dire on rajoute des charges comme le fait que ma terre soit finie de payer. Si j'avais pas fini de la payer, il faudrait que je rajoute une charge de fermage que je ne me paye pas si je suis en individuel. Donc ça, c'est le coût le plus haut souvent. Et après, il y a un prix d'équilibre qui est un prix, si je vends mon blé, par exemple, si mon prix d'équilibre, ce qui est assez proche du seuil de commercialisation, c'est le côté, si je vends à 170, mais on va voir le seuil de commercialisation après, si je vends à 170 € la tonne mon blé, c'est bon, je vais équilibrer toutes mes charges en trésorerie et pas en comptabilité. Parce que souvent, l'amortissement de mon tracteur, il est un peu différent de l'annuité que je paye, du fait de jeu de la fiscalité. Et donc la trésor, qui est le nerf de la guerre. Ouais, c'est le portefeuille que tu as dans la poche. Hein. Ouais. Soit tu as les billets, soit tu n'as pas les billets. Soit t'as pas les billets. Et en gros, est-ce qu'à la fin de l'année, j'aurai toujours assez de trésor pour continuer l'année d'après, ou est-ce que j'en aurai pas assez? C'est pour ça que ce prix d'équilibre il est important. Il est vraiment important. Et le seuil de commercialisation, c'est aussi le seuil à partir duquel j'ai prévu de commercialiser. Ça peut être le prix d'équilibre. Je peux le fixer plus bas ou ça peut être un peu plus élevé si par exemple je suis un peu joueur et tout. Donc ça, il y a aussi la décision de l'exploitant dans le seuil de commercialisation. D'accord. Alors que dans le prix d'équilibre, c'est ma trésor elle passe si j'ai ce rendement et ce prix. C'est le minimum, normalement, c'est comme viable ça. pour la trésor. Voilà. Mais bon, il y a des années, on peut pas. Et moi, j'aurais tendance à dire, on devrait quand même toujours prendre la variable rému. Parce que tout travail rémunéré. Alors, dans le seuil dans le prix d'équilibre. Ça sera la variable. Dans le prix d'équilibre, il y a forcément la variable rémunération. Ouais, parce que si on oublie la rémunération dans le prix d'équilibre, c'est très mauvais. Je dis ça parce que souvent dans la profession ou suivant les filières, on dit bon bah allez, ça sera si ça se passe bien, je vais me payer plus ou moins ou mettre des fois un peu le côté, alors qu'en fait non, c'est un SMIC et demi minimum. Déjà, Voilà. c'est pas un SMIC qu'on intègre dans un prix d'équilibre. Déjà, on se met d'accord autour de la table avec les exploitants et les accompagnateurs, les formateurs, et c'est des chefs d'entreprise. Hein, c'est donc pas le SMIC en prélèvement. Ok. Bon, Geoffrey, du coup, c'est quoi ton regard par rapport à... Vous avez fait combien de formations déjà? Alors, en nombre, ouais, je ne sais pas exactement, ça doit être 6 ou 7. Ça représente une quarantaine déjà d'adhérents de la coopérative qui sont formés. Les retours sont très bons. On a un taux de satisfaction puisqu'on interroge à l'issue de chaque formation les adhérents. Et c'est vrai que les retours sont très bons. Effectivement, quand un agriculteur part le soir après une journée où certes on s'est un peu remué les méninges et on a joué un petit peu avec les chiffres, c'est pas forcément toujours le plus engageant ou le plus sexy. Mais bon, quand on se dit en changeant de culture, je peux aller gagner 6-8 000 € sur mon résultat d'exploitation, je pense qu'on peut faire que des heureux là. Sur une journée, tu es assis 6 heures et tu as gagné 8 000 €. Ouais, je pense que c'est rentable. Ouais. Ouais, c'est bien payé. Bon. Toi, Bertrand, c'est quoi ton regard parce que toi, tu as une plateforme où ça partage beaucoup de savoir, en fait, beaucoup de connaissances. C'est quoi ton regard sur les échanges et les expériences qu'il y a chez Val de Gascogne? Si tu veux, on dit souvent qu'il y a deux types d'agriculteurs. Il y a ceux qui prennent leurs décisions tout seuls, puis il y a ceux qui travaillent avec les conseillers. Et en fait, nous, on pense qu'il y a en fait un gars au milieu qui va discuter avec le conseiller, mais qui s'est formé suffisamment à l'avance pour comprendre ce que dit le conseiller et lui poser les bonnes questions. Grâce à quoi il va prendre les bonnes décisions. Parce que il dépend complètement du conseiller et il écoute et il applique sans réfléchir, il va faire de la merde en fait. Et le gars qui décide tout seul, il va faire de la merde aussi. Il va faire à l'intuition, il va faire au pif. S'il est très très bon, il va réussir, mais pour peu, il va se planter aussi. Donc l'objectif de la plateforme, c'est aussi de faire en sorte que le gars ait suffisamment de bagages théoriques, comprenne les concepts avec qui il peut discuter, avec lesquels il va discuter avec le conseiller, de manière à ce que la discussion qui en résulte soit une discussion constructive et qui vraiment fasse avancer les deux dans la bonne direction. Alors, tu as dit un truc qui me fait penser à quelque chose, en se disant, ouais, le gars qui est tout seul, il va forcément se planter. Bon, ouais. J'ai pas dit forcément, mais... Et quand tu es tout seul, tu te dis, bah non, mais moi, de toute façon, ce que je fais, c'est bien. Et puis, bon, bah, j'aurais pas pu faire mieux dans mon contexte. Hein. En fait, en réalité, un facteur de performance, c'est de se comparer. Enfin,
toi, dans tes groupes, tu as vu des gens qui se sont mis autour de la table, qui se sont comparés. C'est facile de se comparer, les gens sont à l'aise avec ça ou sont un peu à se regarder Alors, ça fait partie effectivement du format. Donc en fin de journée, il y a une comparaison des résultats de chaque exploitation avec le consentement de tous les participants. Et c'est vrai personnellement, moi j'avais des a priori sur le fait que les participants veuillent partager leurs données, parce que c'est des données assez sensibles, on peut dire. Dès qu'on parle d'argent, il n'y a pas que dans le monde agricole, hein, on a quelquefois du mal à échanger. Et alors finalement on s'est trompé, puisque les échanges se font facilement. Alors après une journée de travail avec de l'intelligence collective, c'est vrai que ça facilite. Et au final on voit qu'il y a aussi une réelle plus-value à pouvoir se positionner par rapport à des collègues, et par rapport qui n'ont pas forcément exactement les mêmes exploitations, même type d'activité, mais il y a toujours des points communs et des choses à aller chercher. Ouais. Du coup, c'est quoi les retours d'expérience que vous avez pu relever? C'est-à-dire que suite à cette journée où les gars se sont posés pendant 8 heures à manipuler des chiffres, est-ce qu'ils ont mis en œuvre des choix? Est-ce qu'ils ont fait des choix différents? Voilà, tout simplement, après ces moments de réflexion. Oui, alors c'est le but. Parce qu'il y a cette étape de diagnostic de l'exploitation à un instant T, donc forcément qui est importante, hein, pour savoir d'où on part. Et après, il y a toute la seconde phase qui est de dire ok, je pars de cette situation et quels sont les leviers qui vont faire que je vais être plus performant sur mon exploitation. Et là, c'est tout le travail qui doit se faire en collaboration avec les conseillers, notamment, qui suivent les adhérents au quotidien, pour trouver les leviers qui vont permettre d'améliorer la performance économique. Ça peut être Anaël en a parlé, de changer un petit peu sa rotation, introduire une nouvelle culture, si tant est que les marchés sont là et que les débouchés aussi le sont. Il y a toute la démarche agronomique aussi, des leviers de charge de mécanisation. Peut-être que oui, je vois que dans la comparaison du groupe, j'ai les charges de mécanisation qui peuvent être du simple au double par rapport aux collègues. Peut-être que j'ai intérêt à travailler en CUMA, à mutualiser du matériel, peut-être en copropriété, à faire intervenir de l'entreprise sur mon exploitation. Ouais, voilà, il y a tout un tas de leviers à activer. Et l'objectif, du coup, c'est d'accompagner dans le temps les adhérents à partir de ce diagnostic. Mais sans avoir fait le diagnostic préalable, c'est sûr qu'on part un peu à l'aventure. Ouais. Ou après, il y a la posture aussi, parce que pas tomber dans la caricature, de dire je peux avoir des coûts de production et du charge méca élevé, et je les assume très bien. Et je gagne moins bien ma vie que les autres, mais je les assume très bien. Parce qu'on peut toujours se dire, ouais, mais tu pourrais être mieux, il faut que tu t'agrandisses, il faut que tu satures plus. Ouais, mais c'est... Après, a priori, si tu assumes le fait que d'avoir des coûts de production c'est un objectif, que tu prends le bouillon une fois sur 3, et que celui d'à côté, lui, c'est qu'une fois sur 8, bon, bah voilà. Mais ça peut permettre aussi de voir ça. Monsieur Thierry, il paraît que vous vouliez réagir. Ouais, alors c'est vrai que parfois je vais poser une question aussi. On a souvent la remarque que la coopérative travaille pour son intérêt, pas forcément pour celle des adhérents. Là, on pourrait croire que c'est dans ce sens-là. Voilà, je lance un peu la question. Est-ce qu'il y a des parallèles aussi avec les marchés que vous voulez mettre en avant, qui correspondent à une nouvelle filière? Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une incitation en disant tiens, on va essayer de lui faire comprendre que par A plus B, qu'il a intérêt à partir sur cette nouvelle production par rapport à ses coûts, par rapport à la réalité, mais aussi dans l'intérêt de la COP et pas celle de l'adhérent? Bouh ouais. Ah ouais, t'as voulu chagriner là. Là, tu mets les pieds dans le plat. Non, mais c'est tant qu'à faire. Honnêtement, alors je trouve la démarche très noble, hein, c'est intéressant. Mais la question peut se poser, et à mon avis, il y a des auditeurs qui peuvent se la poser. Donc, à mon avis, il vaut mieux mettre à plat le truc pour savoir quel est l'intérêt de la COP derrière. Une manière d'orienter l'assolement. Et là, c'est là que dans cette méthode de formation, on transfère effectivement cette compétence d'animation de formation après à la coopérative. Et on transfère l'outil et la méthode d'animation. Et donc, on a formé les techniciens à acquérir un nouveau métier. Ils savaient déjà faire de la formation, mais de la formation technico-éco. C'était un peu différent, le éco n'était pas présent. Et là, c'est pour ça que dans cette méthode, l'agriculteur, il passe quand même une journée où il bosse beaucoup parce que c'est lui qui produit le chiffre. Et c'est-à-dire qu'on amène certaines des compétences pour ce tri
de la charge fixe, de la charge variable, la lecture aussi juste du compte de résultat, pas du bilan, on rentre pas dans le grand livre et tout, on a besoin du compte de résultat, de l'accès à la plateforme, à l'extranet, à combien j'ai payé mes appros auprès de la COP, de quelques éléments comme ça pour construire le chiffre. Mais par contre, l'acteur principal dans la construction du chiffre reste l'agriculteur. Et donc, il est acteur de cette partie-là. Et donc, par ce biais-là, il reste, entre guillemets, dans la simulation en capacité, il devient en capacité de pouvoir influer sur sa méthode de simulation et donc sur la construction de son chiffre. Donc c'est en ça que ça garantit une certaine indépendance de construction du chiffre. Ouais, il est en train de te mitonner, il répond pas à la question. Geoffrey, du coup... Bon, on repose la question. Est-ce que finalement, effectivement, le message subliminal qui est derrière quand la COP fait ça, c'est pas de se dire, moi j'ai des orientations de culture ou des marchés et j'ai envie de faire comprendre mes gars, peut-être à juste titre d'ailleurs, que c'est des marchés plus rentables. Ouais. Alors il y a plusieurs éléments. Sans parler de marché directement ou de filières établies, il y a déjà sur le ok, j'ai un prix de marché. Alors actuellement, on se pose pas la question vu les niveaux, mais quand on est dans des niveaux plus bas. Enfin, cela dit, parenthèse, on peut se poser la question de quelle culture on fait par rapport aux charges d'engrais qu'on va mettre. On est d'accord. On est d'accord, ouais. Et comment on dose son engrais cette année? Parce que l'unité, j'allais dire, le coût marginal, il va pas être, pas être faible, quoi. Bon, c'était une parenthèse d'une autre table ronde qu'on enchaînera juste après. Une parenthèse. Mais alors des fois, voilà, on peut être confronté à dire bon, j'ai un marché, j'attends que le marché monte. Je me positionne pas. Une fois qu'on a fait une analyse de ces coûts de production, on dit ok, peut-être que tu peux spéculer. Par contre, couvre-toi à 30%, couvre tes charges de structure et comme ça tu sécurises et tu prends moins de risques aussi dans ta stratégie, dans le pilotage de ton entreprise. Après, il y a un deuxième élément de réponse peut-être, c'est aujourd'hui, notamment la loi Egalim il fait référence, c'est qu'aujourd'hui, pour rémunérer le producteur de façon équitable, quand on peut être amené à discuter avec certains clients de l'aval, on peut proposer des prix de rémunération peut-être pluriannuels sur des calculs de coûts de production. Et forcément que nous, la base de données qu'on est en train d'établir, plus on aura analysé d'exploitation, plus on aura une base de données fiable qui permettra de dire, ok, aujourd'hui un blé tendre améliorant conventionnel à Val de Gascogne sur notre territoire, il coûte tant pour l'agriculteur. Donc ça permet aussi de négocier ces types de contrats. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que une fois qu'on connaît le coût de production de ces coopérateurs, ça influencerait les choix de la coopérative qui pourrait se dire non mais moi si dans je dis moitié des cas en fait les prix que je propose sur mes marchés je couvre pas mes coopérateurs, en fait ça me permet de me réveiller en me disant bon je vais essayer de faire quelque chose parce que ça veut dire qu'il y a 50% de mes coopérateurs en fait une année sur deux je les nourris pas quoi. Est-ce que ça cet impact jusque-là? Forcément que ça peut avoir un impact. Après, on est aussi dépendant des marchés mondiaux et de l'évolution et de la volatilité des matières premières. Et on maîtrise pas tout. Mais forcément qu'après, dans les réflexions, c'est quelque chose qui nous nourrit. Ouais. Ouais. Ok. Bertrand. Ouais. Je voudrais juste réagir par rapport à ce que vient de dire Thierry. Je pense qu'il y a deux postures. Soit tu as confiance dans la relation, dans ton conseiller, dans ta coopérative. Dans ce cas-là, tu essaies de travailler avec lui de manière assertive, constructive. Tu essaies de comprendre quels sont les intérêts de l'un et l'autre de comprendre les intérêts de l'autre. Et une fois qu'on dialogue sur les mêmes bases, on arrive à s'entendre. Et potentiellement, c'est toujours l'agriculteur, in fine, qui choisit. Donc l'important, c'est qu'il soit bien armé pour prendre les bonnes décisions, mais en discutant. Soit tu n'as pas confiance, et dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter de travailler avec la COP. Si tu ne travailles pas en confiance, fais de la vente directe, quoi. Ça va déraper. Tu peux avoir confiance sur un sujet technique à la coopérative, ce qui est plus un métier qu'on a l'habitude de voir sur le conseil que sur l'aspect économique. Maintenant, c'est vrai que quelque part, en reportant un petit peu la méthodologie à un tiers expert dans le sujet, qui est FarmLeap, ça permet de donner des bases sérieuses et pas de dire
la COP, elle a créé son petit modèle, voilà, et son tableur Excel. Tu vas rentrer tous les chiffres que tu veux, puis à la fin, tu vas les sortir comme elle le veut. Non, mais clairement, ça peut être analysé comme ça. C'est pour ça que je pense que la réflexion doit être poussée quand même et expliquée. C'est vrai moi j'aurais plus tendance à aller voir peut-être un centre de gestion ou un GEDA pour faire ce type de démarche. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que tout le monde n'a pas la même relation avec son centre de gestion ou avec un GEDA, enfin un groupe de développement, quel qu'il soit. Par contre, il y a des relations, et là le côté privilégié et la confiance est intéressante, en disant oui, je vais y aller parce que j'ai confiance en mon conseiller. Bon, c'est eux qui sont acheteurs, certes ils ont les marchés derrière, mais en même temps, ils vont pouvoir peut-être m'aider à m'orienter sur un côté économique qu'on n'avait jamais analysé jusqu'à maintenant. Parce que c'est peut-être pas les gars qui sont les early adopters, les mecs qui sont au top au niveau économique, mais qui, lorsqu'on leur propose le sujet et qu'on leur explique une méthodologie intéressante, vont pouvoir progresser. Donc là oui, je suis entièrement d'accord. Mais avant, il faut balayer un petit peu aussi les trucs en disant, voilà, c'est pas le premier interlocuteur que je vais aller voir pour l'aspect économique de mon exploitation, quoi. Ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a un côté, on le voit dans l'élevage. Finalement, c'est les accompagnateurs techniques qui ont pris vraiment le marché de l'accompagnement technico-économique dans ce pilotage au quotidien. Parce que c'est là où tu as les clés de pouvoir changer ton système. Et en lait, c'est facile, tu le changes assez vite. Tu changes la ration, boum, tu le changes assez rapidement, la marge sur coût alimentaire. Et du coup, ta performance éco. En céréales, du coup, ça ne s'est pas fait par la technique ni par les accompagnateurs techniques. Les CETA, historiquement, l'ont fait un peu. C'est pour ça que nous, on y allait assez vite, parce qu'on était assez perméable à cette réflexion du club, de la notion de club. On avait communiqué sur le CETA numérique, même si nous, on n'est pas CETA au sens, on n'a pas de conseillers. On fournit des plateformes et des méthodos qu'on transfère à des groupes, que ce soit des CETA ou des COP. Mais finalement, pour l'éco, moi qui étais conseiller de gestion pendant 9 ans, qui était même référent céréales pour toute la région des Serfans sous GT, on n'a pas dans les cabinets d'expertise comptable, dans les centres de gestion, le spécialiste technique qui peut répondre à des questions techniques dans le choix de l'assolement. C'est-à-dire, ah ouais, non, mais là, finalement, peut-être qu'il faudrait que je fasse une rotation de cultures d'hiver, de cultures d'été. Et là, tout de suite, là, le conseiller de gestion, il dit dans ce domaine. Voilà, là tu quittes un peu perdu, totalement de son domaine de compétences, alors que là, dans un cadre où justement tu as un côté tiers de confiance sur l'aspect méthodo, technique d'animation, et que l'agriculteur produit du chiffre, même produit le chiffre avec co-constructeur, acteur, là finalement ils deviennent plus dans leur rôle comme on l'a vu dans l'élevage. C'est vraiment cette notion de GTE en élevage n'existait pas en céréales parce que il n'y avait pas l'approche. L'approche était trop à tout détailler. Et quand tu veux tout détailler, y compris les charges fixes, tu te noies dans de l'info qui n'est non décisionnelle, parce qu'à la fin, de toute façon, ton tracteur, tu le payes encore. Donc c'est finalement, c'est un vrai changement de posture de réflexion, où on se dit, c'est par le technique qu'on va construire l'économique, parce que c'est comme ça qu'on va faire nos choix techniques. Et donc, c'est avec le mec avec qui tu fais les choix techniques qu'il faut le réfléchir. Est-ce qu'il y a... peut-être que la question, si tu vas être mal à l'aise, mais est-ce qu'il y a 3 réflexes qui ont été retenus dans le groupe, parmi les agriculteurs qui ont passé dans le groupe? 3 réflexes qu'ils n'avaient pas au départ quand ils sont arrivés. Il y a un réflexe qui est arrivé, qu'on a vu, c'est la question qui se posait, et on rentre de plus en plus dessus, c'est vraiment cette séparation charge fixe et charge variable. On s'est posé beaucoup de questions, il y en a qui m'ont dit mais du coup ma castreuse en maïs, et là c'est le réflexe, on peut comprendre comme un réflexe, parce que disait est-ce que c'est une charge fixe, l'annuité de ma castreuse, ou une charge variable? En fait c'est comme une charge variable avec un effet de seuil, ou une charge fixe avec effet de seuil où tu peux revenir dessus. Je supprime ma culture, je peux revendre la castreuse, donc je peux effacer cette charge. Et donc ça c'est un bon réflexe qui est je me pose la question de si je garde ou non cette charge, si j'arrête ma culture, ou si je change de méthode de production, je change de rotation ou d'assolement. Un réflexe. Deuxième réflexe. Ensuite, le deuxième réflexe, c'était le raisonnement de l'engrais, de la fertie, en coût à l'unité ou à ce que je dois apporter, et pas un coût à la tonne du produit.
C'est-à-dire j'essayais de ramener un coût comparable ou une méthode. Comment je compare un engrais simple, binaire, ternaire, des petites règles de 3. Et le dernier, je dirais, c'était peut-être le comment comparer assez rapidement et simplement, avec là aussi des petits systèmes de calcul simplifiés avec les charges variables, le coût d'une irrigation à l'hectare, le coût, le surcoût de mon irrigation pour ma culture. Est-ce que je dois le faire ou pas le faire? Est-ce que Ouais. je gagne de l'argent? C'est si je ça. le fais. Ouais. J'en aurais presque un quatrième. Ah, peut-être. Mais peut-être qu'ils l'ont pas retenu, mais moi qui a fait aussi des formations là-dessus. On disait tout à l'heure, le coût de production, on le ramène souvent à la tonne et on dit le blé, voilà, ça va être 180 €. Mais comme c'est tout le temps variable, du coup, en fait, le chiffre, il varie vachement. Et est-ce qu'un réflexe, c'est pas plutôt de parler de somme de chiffre d'affaires à atteindre à l'hectare? Se dire, bah en fait, Oui. moi je m'en fous, il faut que je couvre 1 000 € hectare, point barre. Ouais. Et ça, Et c'est. puis, les cours, les machins, les rendements, j'ai 1 000 €, bam. C'est Et la après- fin de la formation, c'est quand on regardait, est-ce que dans ma rotation, dans mes choix de rotation, je couvre mes charges fixes avec mes marges brutes moyennes de ma rotation. Et on comparait ma rotation avec les charges fixes à couvrir. Et donc on faisait des hypothèses de rotation en disant est-ce que je vais avoir une petite plus-value en mettant, je sais pas, telle ou telle interculture ou telle culture qui me fera un petit bénéfice pour mon tournesol derrière en soja ou je ne sais quoi. En réfléchissant, en disant ok, je vais raisonner ma rotation, pas que ma marge brute de ma culture vis-à-vis des charges fixes, mais la marge brute de ma rotation, réfléchir en rotation. Donc ça, c'était le dernier. Alors, je sais pas si c'est déjà un réflexe dès la première formation, mais en tout cas, c'est le dernier apport. C'est ok, je vais raisonner ce que j'apporte, mais pas en prenant ma culture de manière isolée, mais dans sa rotation, vis-à-vis des charges fixes à couvrir, et comment après taper potentiellement les charges fixes dans un second temps. Et ça, là, pour le coup, le comptable, le centre de gestion, le conseiller fiscal, là, on rentre dans un autre métier. Et là, on revient bien dans le métier de l'accompagnateur, du conseiller de gestion qui va reprendre une stratégie d'investissement, une stratégie long terme, mais avec un objectif qui est je dois taper mes charges fixes hectares et pas que mes frais de mécanisation. C'est un ensemble de réflexions. Et là, pour le taper, je sais à peu près où je dois shooter, quoi. Quel est mon seuil que je vais essayer de cibler. Et je reviens sur là-dessus, même je pense que quand tu connais en fait le chiffre d'affaires à sécuriser à l'hectare, eh bien c'est un parallèle qui va très très bien avec la commercialisation en disant voilà, j'ai engagé 30%, mais je me suis déjà sécurisé 50% du portefeuille. Tu peux déjà dormir un peu plus facilement. Et voilà. Et du coup, on a une logique qui va bien et on n'est pas, à mon avis, pollué avec un vieux réflexe de coût de production qu'on a lu dans la France agricole à 180 €, qui n'est pas du tout celui que tu as chez toi. Et une expérience personnelle, moi, que j'avais fait suite à un coût de production aussi, se dire, bah ouais, je m'étais mis ce chiffre-là en tête. Et puis, des opportunités de vente que j'ai pas prises en me disant, bah non, j'ai pas atteint. Ouais, mais en fait, comme mon rendement est là, mais en fait, j'aurais déjà à 15 € tonne de moins, en fait, j'aurais pu y aller et j'aurais déjà sécurisé mon chiffre d'affaires, mais je me suis imprimé en tête un vieux coût de production que j'ai mis fixe dans le temps, alors qu'en fait, alors que quand on raisonne chiffre d'affaires à hectare, c'est déjà une autre et sécurisation du chiffre d'affaires à l'hectare, on est déjà plus. Et même ces carré. seuils de commercialisation, c'est une appli qu'a mis en place Val de Gascogne. Changer, réfléchir à comment on le fixe, et pas justement le fixer avec un chiffre pris dans la presse ou un chiffre pris historiquement sur l'assolement de l'année précédente, avec les nouvelles décisions, avec les nouvelles annuités, avec les nouvelles, j'ai oublié, avec tous les j'avais changements. rajouté un petit tracteur. Ouais, tiens, merde, il manque un tracteur là. La boulette. Bertrand. Excusez-moi, de la question d'avance, elle va peut-être plaire à Thierry. C'est une question de quelqu'un qui ne connaît pas forcément grand-chose, donc c'est juste pour comprendre. Si un des objectifs de FarmLip, c'est de faire baisser aussi les charges variables, est-ce que les charges variables... Alors, peut-être que ce n'est pas l'objectif d'ailleurs, effectivement. Dans certains cas, autant que l'un augmente en même temps que les produits. Mais dans le cas où la meilleure option est de baisser les charges variables, est-ce que les charges variables, ce n'est pas aussi la pro de la COP, et dans ce cas-là, faire baisser la marge de la COP, quoi. L'avantage qu'on a... La question qui tue, là. Excusez-moi, mais j'essaie de comprendre. L'avantage qu'on a facilement, moi en tant qu'ancien conseiller de gestion, je peux imaginer le truc, c'est qu'il y a eu
Là, alors cette année, on a les appros d'engrais qui ont vraiment flambé, c'est clair. Par contre, si on se regarde historiquement la belle courbe qu'on a eue de progression des charges de méca et qui sont passées, quand on les comptait à l'hectare, de 400 à 650 ou 700 euros l'hectare en 4 ans, quand tu as pris 250 euros l'hectare, tu t'es pris 60% et quelques d'augmentation en charge fixe hectare, voire des gars à 800 euros l'hectare qui ont les rendements à 10% C'est d'écart. vrai qu'on entend moins râler là-dessus en fait. Ouais, là, ça râle plus dessus, mais l'histoire de le la truc, c'est grenouille quand même... qui est dans l'eau mais qui chauffe. Et on est un ça- peu ça habitué, réveille quoi. pas, 5 points et demi tous les ans, le tracteur, tu recommandes le même. En moyenne, t'es bien ça sur l'inflation quasiment. Et du coup, même un peu plus à certains moments. Donc ça pique, c'est assez douloureux. Et donc il faut réfléchir aussi ce problème-là. Et pour en prendre conscience, pas le raisonner qu'à l'hectare, le raisonner à la tonne et le comparer à la tonne. Parce qu'il y en a, ils avaient des prix d'équilibre à 180, 188, 8 euros la tonne d'écart. Ça va. Sauf qu'il y en avait un, il était avec une hyper productivité à l'hectare et il avait 25 euros tonnes ou 28 euros tonnes de plus que le voisin d'à côté. Le voisin d'à côté, il se cassait pas la tête à faire de l'ETA. Il avait moins de boulot, il gagnait à peu près autant à la fin de l'année. Donc c'était une prise de conscience assez raide pour l'autre en disant toute ma compétence que je rajoute, c'est pour me payer le dernier 8000 quoi. Donc il y avait cette prise de conscience d'un autre angle parce qu'il disait à l'hectare, ouais mais à l'hectare c'est normal que je sois plus élevé, je fais de l'ETA, puis je suis pas Il faudrait que productif. tu donnes des trucs de tracteurs qui correspondent au Valtra. Là, c'était pas la bonne marque. Merde. Mais bon, désolé. J'ai oublié les tracteurs de forte puissance, le 400 chevaux là de Valtra, je me rappelle plus comment il s'appelle. Ok, Geoffrey, t'as encore un regard Oui, non, mais pour peut-être aussi répondre, alors où ça répondre, mais en posant peut-être une autre question, c'est de se dire pourquoi les coopératives accompagneraient les certifications HVE alors qu'on doit réduire aussi l'usage notamment des phytos. Pourquoi on accompagnerait, on a 20% de la solde de la coopérative qui est en bio, et là aussi, qui dit agriculture biologique dit aussi moins de ventes d'approvisionnement. Enfin voilà, il y a tout un tas de sujets, pourquoi aller chercher du carbone, pourquoi accompagner l'agriculture de conservation des sols. Ce matin, on était chez un agriculteur qui travaillait sur l'agriculture de précision avec BIAPI. Quand on dit agriculture de précision, on a aussi optimisation de la fertilisation. Voilà, on n'a pas qu'un simple rôle ou plus qu'un simple rôle de vendre des intrants et d'acheter de la collecte. C'est plus vrai, il y a tout un tas de services et un accompagnement sur la durée qui fait qu'aujourd'hui, notre rôle premier, c'est d'apporter la valeur ajoutée sur les exploitations dans le temps et pas de vendre une année une tonne d'engrais et ne plus le faire l'année suivante, quoi. Carrie, ouais, ça t'est réveillé là. Est-ce que le rôle de la coopérative n'est pas d'apporter de la valeur ajoutée justement à ses adhérents? Et est-ce que les administrateurs de la coopérative ne sont pas des agriculteurs qui sont impliqués, qui vont bénéficier aussi du service? Demain, moi j'en parle franchement parce qu'en CUMA on a le même rôle. La CUMA comme la coopérative, de toute façon c'est une coopérative aussi, c'est qu'un outil. Demain, si ça n'a plus lieu d'exister parce qu'il n'y a plus d'utilité, bon, certes, ça fera mal à certains, mais en même temps, c'est tout, c'est un outil. Voilà, si on trouve des concurrents qui sont meilleurs dans d'autres systèmes parce que le modèle ne correspond plus à une évolution, faut le garder aussi comme ça. Donc, après, bon, le problème, c'est la lourdeur parfois d'une structure, c'est la capacité, mais il y a intérêt à se remettre en question sérieusement parce que sinon, la concurrence, et je suppose qu'il y en a aussi ici, elle va vite balayer la structure si elle n'est pas dans le service, dans l'accompagnement et dans le résultat des agriculteurs. Si tous les agriculteurs de la COP sont en train de descendre leur niveau et que les autres sont en train de monter, ils vont se faire bouffer par les autres. Donc, à un moment donné, c'est une question de survie aussi, quoi. D'où le fait de se bouger, d'amener des services, effectivement. Après, c'est du long terme, hein. C'est sûr que c'est pas une vision court terme, hein. C'est pas toujours évident. T'as mis un peu le doigt, t'as évoqué le HVE, je crois chez FarmLip, c'est un sujet que vous suivez aussi finalement, parce qu'en comparant, en reprenant les chiffres et tout ça, ça permet de voir si on rentre dans les critères un peu, peut-être un peu d'en discuter. Ça fait un peu le débat en ce moment sur le HVE, ouais c'est bien, mais en fait bon, ça rémunère pas. Est-ce que je rentre dedans? Non, je peux pas rentrer dedans. Enfin bref. C'est des sujets qui ont été abordés aussi. Ouais, si je peux partager juste
l'expérience de Val de Gascogne sur le sujet. On a une zone viticole aussi au sein de la coopérative, avec la cave coopérative de Condon sur le nord du Gers, sur la région Armagnac. Ah, on n'a pas goûté encore, nous. Donc, bon, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de goûter, mais il n'est pas trop tard encore. Hein, mais... Il y en a pas aussi, en non régie, Un peu, on oui. prépare le... Et comme au niveau national d'ailleurs, c'est nous d'abord, c'est la section viticole qui a tiré un peu sur ce créneau-là de la HVE, avec un objectif d'avoir 100% des viticulteurs apporteurs qui soient certifiés d'ici l'année prochaine. Donc on est en cours d'accompagnement. C'est bientôt. Voilà, donc ça arrive avec un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, notamment sur le marché des GMS, c'est un accès au marché en tout cas. Le logo HVE en viticulture est reconnu et devient quasiment obligatoire sur certains marchés. On est en train de voir aussi un mouvement qui arrive notamment en grande culture, voire sur des structures aussi ou sur des exploitations qui font de l'élevage et qui peuvent valoriser aussi ce type de certification sur la vente directe notamment. Et alors nous là aussi on accompagne du coup les agriculteurs pour la certification HVE et on le voit alors comme une diversité après de production. Je rappelais tout à l'heure qu'on avait 20% d'agriculture biologique sur le territoire. De même, peut-être qu'on aura 20 ou 30% d'exploitations qui sont certifiées HVE et 20 ou 30% qui seront peut-être ou sur d'autres labels ou sur du conventionnel classique. Donc je pense que voilà, après c'est la pluralité de toutes ces agricultures qui font aujourd'hui la richesse de nos territoires aussi. Ok, très bien. Bon, et bien je pense qu'on arrive au bout de notre échange. Alors on a abordé des sujets qui dérapaient par rapport à la thématique, ou dérapaient mais qui étaient qui dérapaient pas, mais qui étaient autour en fait de la thématique qui était principale, qui était les coûts de production, et d'initier vos coopérateurs à la meilleure maîtrise de ces chiffres. Donc ça, la perspective, c'est que vous allez continuer, vous avez envie qu'il y ait vous encouragez d'autres producteurs à faire ces formations? Oui, c'est l'idée. Alors on le voit sur la montée en compétences des exploitants et sur une meilleure connaissance de leur coût de production. L'idée, c'est de pouvoir le proposer au plus grand nombre. Après, il y a un enjeu aussi, comme je le disais, au niveau de la solidité, des données qu'on pourra avoir aussi au niveau de la coopérative, pour pouvoir mieux apprécier ces coûts de production-là. Je pense que l'idée d'aujourd'hui, c'est de voir que une structure coopérative un petit peu traditionnelle peut aussi avoir des partenariats ambitieux avec des startups. Donc je pense que c'est aussi le but. Et on travaille aussi notamment, je pense, à Syncrop aussi, avec qui on a fait un réseau de stations météo. Mais en tout cas, on est demandeurs, nous, de ce type de partenariat-là. Et je pense que c'est bénéfique pour relever un peu les enjeux qui nous attendent dans les années à venir. Donc, ça fait partie des objectifs. Ouais. Ça marche. Bon, très bien. On en arrête là ? Eh ben c'est bon. Merci à tous. Merci. Et puis, on renvoie la régie et les studios à Cognac G. Allez, salut !